Une puissance redoutable repose sous terre, là où les plaques tectoniques convergent et où l'une contraint l'autre à s'enfoncer. Ce phénomène se manifeste principalement dans les océans Pacifique et Indien. Au fil des siècles, la pression s'accumule, atteignant un point critique jusqu'à l'éveil du mégaséisme. La Terre est secouée avec une intensité dépassant parfois 9 sur l'échelle de magnitude, surpassant tout autre séisme connu. Lorsque le fond marin est brusquement propulsé vers le haut, une immense onde se propage dans l'eau, générant un tsunami d'une force titanesque. Ces vagues, appelées télétsunamis, traversent les océans, prêtes à dévaster des côtes situées à des milliers de kilomètres. S'étendant sur 1000 kilomètres, la faille de chevauchement donne l'impression que la Terre ne fait pas que trembler, mais qu'elle se déchire littéralement. Voilà qui témoigne de la puissance d'un séisme de méga-chevauchement. Ceux qui se trouvent sur son chemin devront fuir pour leur vie. Les autorités japonaises ont récemment émis leur tout premier avis de méga-séisme. Cet avertissement a été déclenché par une violente secousse en bordure de la fosse sous-marine de Nankai. Bien que la plupart des alertes aient été levées et que le séisme de magnitude 7,1 ait causé peu de dégâts, des secousses ont touché le sud-ouest du Japon, entraînant un ralentissement des trains à grande vitesse pour des raisons de sécurité et affectant les déplacements de nombreux voyageurs. Toutefois, la vigilance demeure de mise face à la menace d'un méga-séisme susceptible de se produire dans la fosse de Nankai dans les décennies à venir. Sous la mer des Philippines, une plaque tectonique s'enfonce lentement sous le territoire japonais, progressant de quelques centimètres par an. Les derniers grands séismes enregistrés dans cette région datent de 1944 et 1946, chacun ayant atteint une magnitude de 8,1. Ces séismes ont provoqué des destructions considérables à travers le pays. Si un nouveau méga-séisme devait survenir dans la région, il pourrait atteindre une magnitude comprise entre 8 et 9. Les scientifiques ne s'accordent toujours pas sur la probabilité exacte de cet événement, bien qu'elle puisse être estimée jusqu'à 80%. De l'autre côté du Pacifique, des chercheurs de l'US Geological Survey ont examiné une zone critique située le long de la côte ouest des États-Unis. Connue sous le nom de zone de subduction de Cascadia, elle s'étend du nord de la Californie jusqu'au nord de l'île de Vancouver, au Canada. Au cours des 14 200 dernières années, cette région aurait connu au moins 30 séismes majeurs, avec une fréquence moyenne d'un tous les 500 ans. Cependant, la région de Cascadia demeure anormalement calme depuis longtemps, ce qui alarme les experts. Ils supposent que la zone pourrait être bloquée, avec des plaques tectoniques collées accumulant une pression immense. Une rupture soudaine d'une partie du fond marin pourrait se produire, entraînant un déplacement de plusieurs mètres. Bien que la secousse principale dure seulement 5 minutes, elle provoquerait un tsunami dévastateur persistant jusqu'à 10 heures. Si cela se produisait, ce serait, selon les experts, le pire désastre naturel de l'histoire du pays. Dans certaines zones, le sol des collines pourrait se liquéfier et se comporter comme des sables mouvants, provoquant l'effondrement des pentes, des routes et des ponts. Environ 620 000 bâtiments pourraient être gravement touchés, voire s'écrouler, y compris une centaine d'hôpitaux et 2000 écoles. Les résidents de l'État de Washington pourraient être contraints de subvenir seuls à leurs besoins essentiels, eau, nourriture et abri, pendant 2 semaines. Les scientifiques analysent les phénomènes de glissement lent, où les plaques tectoniques se déplacent de manière imperceptible sur des semaines ou des mois, libérant une quantité d'énergie insuffisante pour éviter un séisme majeur. Chaque augmentation d'un point sur l'échelle de magnitude multiplie par 40 l'énergie libérée. Ainsi, il faudrait environ 1 million de petits séismes par jour, durant 500 ans, pour égaler l'énergie dégagée par un seul séisme de magnitude 9. Ces petits tremblements de terre pourraient révéler les prémices d'un séisme majeur. Pour renforcer la surveillance de la faille de Cascadia, les experts procèdent à une cartographie plus détaillée et déploient des instruments de surveillance plus sophistiqués en mer. Un financement de plus de 10 millions de dollars a permis l'installation de capteurs sismiques et de jauges de pression sous-marine sur un câble à fibre optique au large des côtes de l'Oregon. L'objectif est de pouvoir alerter les populations à temps et potentiellement sauver des vies en cas de grand séisme. Un méga-séisme de type chevauchement a touché cette région en 1964. Connu sous le nom de Grand séisme d'Alaska, il a atteint une magnitude de 9,2 et duré plus de 4 minutes, devenant ainsi le plus puissant séisme enregistré aux États-Unis et en Amérique du Nord. Les secousses ont provoqué d'importantes fissures et des glissements de terrain.
À Anchorage, de nombreuses maisons, infrastructures et routes ont été détruites, car elles n'étaient pas conçues pour résister à un séisme d'une telle intensité. Dans certaines zones, le paysage a été définitivement transformé. Ainsi, le littoral près de Kodiak et de l'île Hinchinbrook a été surélevé de 9 mètres, tandis que dans des localités comme Girdwood et Portage, le sol s'est affaissé de 2. Les routes ont dû être reconstruites à une hauteur supérieure pour prévenir les inondations provoquées par les marées. Un tsunami gigantesque de 8 mètres a anéanti le village de Chenega. De nombreuses villes côtières ont subi d'importants dégâts, non seulement en raison du séisme, mais aussi à cause des tsunamis et des incendies consécutifs. Les mois suivants ont été marqués par des milliers de répliques de moindre intensité. En août 2024, un séisme modéré, de magnitude 4,4, a frappé Los Angeles. À la suite de cet événement, le service de protection contre les incendies de Los Angeles a inspecté la ville sans relever de dommages majeurs ni de blessés. Cependant, à Pasadena, près de l'épicentre, une canalisation a éclaté à l'intérieur de l'hôtel de ville, obligeant à l'évacuation du bâtiment. Heureusement, aucun risque de tsunami n'a été signalé. La meilleure manière de réduire les risques de panique dans ces situations est de miser sur une préparation adéquate. Le Japon figure parmi les régions du globe les plus exposées au séisme, en raison de sa position au croisement de 4 plaques tectoniques. Chaque année, environ 1500 séismes y sont suffisamment puissants pour être ressentis. Cette réalité a conduit les Japonais à adapter leur quotidien à ces phénomènes. Ainsi, une loi adoptée en 1950 impose que les bâtiments soient conçus pour résister à des secousses d'une magnitude allant jusqu'à 7 sans s'effondrer. Une mise à jour, survenue 30 ans plus tard, a précisé que les bâtiments devraient en subir uniquement des dommages mineurs lors de tels séismes et continuer à fonctionner normalement. Toutefois, en cas de tremblement de terre plus puissant, la réglementation impose que la priorité soit d'éviter l'effondrement du bâtiment afin de protéger des vies humaines. À un niveau basique, cela implique de renforcer les structures avec des poutres, des piliers et des murs plus épais pour mieux résister aux secousses. Une autre approche consiste à installer des coussinets spéciaux, fabriqués avec des matériaux comme le caoutchouc, à la base des bâtiments. Certains édifices reposent même sur de larges couches de matelas qui les isolent totalement du sol, ce qui améliore leur protection face au séisme. Un gratte-ciel peut osciller de manière significative, avec un déplacement pouvant atteindre 1,50 m d'avant en arrière. Pour limiter les dommages, les ingénieurs ajoutent également des dispositifs appelés amortisseurs, à chaque 2e étage jusqu'au sommet de l'immeuble. Ces amortisseurs fonctionnent comme d'énormes pompes à vélo, mais remplies de liquide plutôt que d'air. Lors des secousses, le liquide résiste à la compression et absorbe une partie de l'énergie générée par le tremblement. Lorsqu'ils conçoivent des gratte-ciel, les ingénieurs s'efforcent de simplifier et d'équilibrer au maximum la structure. Cela implique que chaque étage ait une hauteur uniforme et que les colonnes de soutien soient réparties de manière régulière. Cependant, les architectes privilégient parfois des designs plus créatifs, ce qui les pousse à chercher des solutions de compromis pour maintenir à la fois l'esthétique et la sécurité du bâtiment. Par exemple, la Tokyo Skytree, l'une des tours les plus hautes au monde, associe un style futuriste à des dispositifs innovants conçus pour résister au séisme. Elle intègre un pilier central, inspiré des pagodes traditionnelles japonaises, ainsi que des amortisseurs sismiques qui dissipent l'énergie des secousses, garantissant ainsi sa stabilité et sa sécurité. Tu reçois des amis pour dîner. Tu poses ton verre sur le comptoir et tu vas aider ton ami à apporter les desserts. À ton retour, tu regardes le liquide dans ton verre. Il s'agite et les glaçons ressemblent à des bateaux sur une mer agitée. Et puis, ce tremblement gagne ton corps. Au plafond, le lustre se balance violemment. Puis tu entends quelqu'un crier « Tremblement de terre !» La maison et tout ce qu'elle contient s'agitent d'avant en arrière. Tu essaies de courir pour te mettre à l'abri, mais les secousses t'empêchent d'avancer. Tu as du mal à garder ton équilibre. Les armoires semblent posséder et les verres et toute la vaisselle s'envolent et s'écrasent par terre. Les étagères de livres basculent et tout ce qui est accroché au mur vacille et tombe. Tu te jettes sous la table de la salle à manger en essayant de ne pas te blesser avec toute cette vaisselle cassée. Oui, tu as déjà vécu des tremblements de terre, mais jamais comme ça. Tu vérifies ton téléphone, aucun signal. Tu n'arrives pas à croire ce qui est sur le point de se produire. Des cris s'élèvent autour de toi et soudain la maison s'effondre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. La catastrophe est survenue dans l'après-midi alors que l'activité humaine battait son plein.
Pour causer des dommages graves et irréversibles, il faut une magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter. Celui-ci était de 9,5. Cette partie du Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone volcanique et sismique la plus active au monde. La secousse initiale a duré environ 10 minutes, et après 2 jours, les nombreuses répliques étaient encore suffisamment puissantes pour réveiller un volcan dans le sud du pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le tremblement de terre a provoqué une série de raz-de-marée dans tout l'océan Pacifique, certains atteignant plus de 25 mètres de haut. Les vagues et les secousses étaient si violentes que même Hawaï, le Japon et les Philippines furent touchés. Les dégâts s'élevèrent à près d'un demi-milliard de dollars selon le cours de l'époque. De nombreuses personnes se retrouvèrent sans abri. Une grande partie des infrastructures furent détruites. À perte de vue, les bâtiments s'écroulaient et les débris s'empilaient. Les scientifiques estiment que ce tremblement de terre fut si puissant qu'il déplaça l'axe de la Terre, raccourcissant nos journées de 1,26 microsecondes. Cela peut sembler peu, mais réfléchis-y. Une catastrophe naturelle a été assez puissante pour faire bouger le temps. De nombreuses villes côtières furent anéanties et eut lieu de nombreuses inondations. Les conséquences sur l'économie furent dramatiques. Selon des études, si ce tremblement de terre se produisait aujourd'hui, il causerait plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Alors, que se passerait-il si un tremblement de terre de 2 fois cette force survenait soudainement ? Eh bien, tout d'abord, ces effets se feraient probablement sentir sur une très grande distance. Les raz de marée ne toucheraient pas seulement les côtes du Japon et des Philippines, mais atteindraient la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Australie. Et ces vagues dépasseraient nettement les 25 mètres. Elles pourraient être 2 fois plus hautes. Imagine 8 girafes empilées les unes sur les autres qui se précipitent vers toi. Près de la côte, tu verrais la mer se mouvoir. L'eau se mettrait à refluer et tu verrais l'endroit où vivent les poissons. Et tu saurais alors qu'il est temps de prendre tes jambes à ton cou. Un tsunami serait probablement sur le point de se produire. Imagine que cela se produise vraiment. Tu es pris sous les décombres sans trop savoir ce qui est en train de se passer. Tu parviens à te libérer et à remonter à l'air libre. Et tu n'es pas seul, car toutes les maisons du quartier ne sont maintenant plus que des briques et gravats. Les ponts se sont effondrés et les gens sont bloqués de chaque côté. Tu regardes autour de toi, époussettes tes vêtements et tu cours chercher de l'aide. Des camions de pompiers et des ambulances circulent entre les voitures arrêtées et les décombres. Tu essaies de rejoindre ta voiture, mais les répliques sismiques continuent et t'empêchent d'avancer. Comme toutes les antennes cellulaires sont hors service, tu ne peux appeler personne. Tes genoux tremblent, mais tu tiens bon. En arrivant à ta voiture, tu vois qu'un rocher l'a écrasé. Comme une canette de soda géante. Tu continues à pied et tu gagnes finalement le centre-ville. On dirait qu'un géant s'est mis en colère et a fait tomber tous les bâtiments. Tu avances et tu essaies de trouver de l'aide. Soudain, ton téléphone vibre. Tu regardes et tu vois un millier de notifications relatives à un tremblement de terre de magnitude 20. Tu trembles encore, mais le sol ne bouge plus pour l'instant. Oh oh, tu entends quelque chose au loin et ça se rapproche. À ta droite, tu vois des vagues aussi hautes que des immeubles te foncer dessus. Encore sous le choc et ne sachant pas quoi faire, tu reprends soudain tes esprits. Et tu cours! Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Il y a un tsunami juste derrière toi et devant toi, des bâtiments en ruine avec des pierres et du béton qui tombent encore partout. Attends, il y a un bâtiment encore debout. Tu dois absolument t'y réfugier. Tu arrives devant l'ascenseur, mais il est bloqué. Pas étonnant. Tu te précipites alors dans les escaliers aussi vite que possible, trébuchant sur du verre et du plâtre, mais trouvant à chaque fois la force de te relever. Tu regardes par une fenêtre et tu vois l'eau. Elle est si proche. Tu es presque au sommet. Encore quelques volets et... splash! L'eau pénètre dans le bâtiment et te fait redescendre d'au moins 2 étages. Tu n'y vois pas grand-chose. Pourtant, tu sais que tu dois nager vers le haut. Mais l'eau continue de te pousser vers le bas. Après environ 30 secondes, tu réussis à remonter à la surface et tu continues à grimper jusqu'au sommet. Tu arrives au dernier étage et tu t'effondres sur le toit. Tu es en sécurité, pour le moment. Le raz-de-marée est toujours aussi fort. Il se ferait un chemin dans le centre-ville ravagé. Ton téléphone est maintenant rempli d'eau et complètement inutile. Tu as une vue à 360 degrés de ta ville, couverte d'eau et de débris. Le sol se remet à trembler. Tu te dis que tu vas rester assis là jusqu'à ce que tout soit terminé et qu'un hélicoptère de secours arrive. Mais soudain, une énorme explosion qui te crève presque les tympans vient secouer le sol. Au loin, de la fumée s'élève et bientôt, elle remplit le ciel entier. Son opacité masque le soleil du matin. C'est alors que tu aperçois de la lave jaillir dans les airs et retomber non loin. Se transformant en un fleuve, elle recouvre peu à peu toute la ville.
Avec un tel mouvement sismique et la forte intensité du tremblement de terre, les plaques tectoniques du monde entier se sont déplacées et le magma est remonté vers la surface. De la vapeur commence à s'échapper, puis la chaleur te saisit. Tu vois le magma s'étaler sur le sol comme une couverture, dévorant toutes les voitures sur son passage. Le pire, c'est que la lave fait fondre les fondations des immeubles qui avaient résisté au tremblement de terre et au tsunami. Au loin, les bâtiments sont en train de s'effondrer dans la nappe de lave impétueuse qui recouvre ta ville. Un par un, ils s'écroulent tous. Cela signifie... Oh, l'immeuble sur lequel tu te trouves vacille lui aussi. Il est sur le point de céder. C'est alors que tu vois la lumière. Tu lèves les yeux et tu aperçois un hélicoptère dans le lointain. Tu agites tes bras, tu cours, tu sautes, n'importe quoi pour te faire remarquer. Et ça marche. L'hélicoptère fait quelques cercles et te lance enfin une échelle de corde. Pendant qu'on te hisse à bord de l'hélico, tu regardes le monde en dessous de toi qui s'agite comme des nouilles dans une passoire. Tu atterris à quelques kilomètres et tu es immédiatement pris en charge par un médecin dans un centre de triage d'urgence. Tu fais partie des chanceux. 1 an plus tard, l'eau du tsunami s'est retirée, la lave a refroidi, mais tout ce magma a profondément modifié les sols et toute la ville a disparu. La catastrophe a plongé le pays entier dans un cauchemar économique qui durera des décennies. Il faut des mois pour répertorier les rues, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques dangereux ou de tuyaux de gaz endommagés. On reconstruit ta ville plus loin dans les terres, à l'écart de son site d'origine. Dans d'autres villes, on reconstruit directement sur les ruines. Dans d'autres encore, on déplace simplement les populations vers des lieux que la catastrophe n'a pas touchés. Un séisme de magnitude 15 pourrait détruire complètement la planète et faire s'évaporer toute l'eau en quelques secondes, rendant la Terre inhabitable. Plus d'1 demi-million de séismes sont enregistrés chaque année. Mais aucun n'atteint une telle magnitude. 90% des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique. Le sol y est comme de la gelée. Il tremble presque constamment. Le séisme le plus puissant qui ait jamais frappé la Terre avait une magnitude de 9,5. Une telle puissance est capable d'allonger ou de raccourcir une journée. Or, il se produit sans doute en ce moment même un séisme tout près de vous, causé par un grain de poussière atterrissant sur une table. Mais sa magnitude est de -15. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Ce sont comme des pièces de Lego mal fixées. Lorsqu'elles se déplacent vers le haut, vers le bas ou se heurtent les unes aux autres, le sol se déplace aussi, ce qui déclenche des secousses. Cette énergie est comme celle d'une batterie. Elle peut être stockée pendant très longtemps, jusqu'à 500 ans. Lorsqu'elle est soudainement libérée, les conséquences sont terribles. Même les structures les plus solides succombent à cette force implacable qui provoque d'immenses destructions. Dans certains cas, les tremblements de terre peuvent même déclencher des tsunamis, amplifiant le chaos. Une telle puissance peut fissurer et ouvrir le sol et causer des dommages d'une grande gravité. La force d'un tremblement de terre est mesurée par l'échelle de Richter, mais on la mesure aussi par l'échelle de magnitude de moment. Lorsqu'il y a un séisme, nous entendons parler de sa force. Elle est généralement de 1 à 10. Heureusement, nous n'avons pas encore eu de tremblement de terre de puissance 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre le plus puissant de l'histoire moderne s'est produit au Chili dans les années 60. Il était d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter, et il a modifié la rotation de la Terre et la durée de nos journées de près de 2 millisecondes. Il a également provoqué un tsunami d'une grande violence et affecté une vaste zone de 4000 km². L'échelle de Richter n'a en réalité pas de limite. Cependant, tout ce qui dépasserait les 25 n'aurait pas besoin d'être mesuré, car si cela arrivait, nous nous transformerions tout simplement en poussière, et personne ne se soucierait de mesurer la catastrophe. Comme nous l'avons dit, le tremblement de terre le plus violent avait une magnitude de 9,5. Si cette magnitude avait été plus forte d'1 demi-point seulement, cela aurait créé une ligne de rupture de 3500 km de long. C'est presque 7 fois la taille du Wyoming. Un tremblement de terre de magnitude 11 créerait une fissure courant sur la moitié du globe. D'immenses tsunamis frapperaient dans les zones côtières, détruisant tout, et nous connaîtrions une crise environnementale de grande ampleur. Si vous aimez la randonnée, vous auriez alors de nouvelles montagnes à explorer, créées par le terrifiant tremblement de terre. Même la température pourrait augmenter en raison des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre résultant de ce désastre. Notre planète serait comme un four brûlant.
Les zones les plus sûres seraient celles qui sont le plus éloignées des villes, des mers, des océans et des montagnes, où les glissements de terrain seraient plus rares. Les pays non préparés aux tremblements de terre seraient totalement détruits, et les villes se transformeraient en tas de décombres et de poussière. Et monter encore sur l'échelle de Richter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais rassurez-vous, un tremblement de terre de cette puissance est impossible. La Terre ne dispose pas d'assez d'énergie pour produire de tels séismes. Mais il y a quelque chose qui possède beaucoup plus de puissance et qui peut provoquer des méga-séismes. Les astéroïdes ont suffisamment de force pour détruire notre planète, comme nous le savons bien depuis l'ère des dinosaures. Cet astéroïde faisait environ 10 km de long et a causé d'énormes dégâts sur la planète. Il a déclenché des tremblements de terre qui ont secoué le sol pendant des mois. Ces tremblements de terre étaient environ 50 000 fois plus violents que le fameux séisme du Chili. Et ils ont provoqué un tsunami 30 000 fois plus puissant que le tsunami de l'océan Indien. Pourtant, ce dernier était l'un des tsunamis les plus dévastateurs à avoir jamais frappé la Terre. Les tremblements de terre causés par l'astéroïde en question avaient une magnitude de 11, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus puissante et la plus effrayante jamais enregistrée. Espérons que cela ne se reproduise pas. Le tsunami de l'océan Indien n'a affecté que certaines zones. Le tsunami de l'astéroïde, quant à lui, a affecté la planète entière et ses vagues mesuraient 10 mètres de haut. Même si vous aviez voyagé jusqu'à l'endroit le plus reculé de la Terre, vous n'auriez pas pu échapper à ce cauchemar. Un séisme de magnitude 15 ne serait pas 50% plus fort que le séisme du Chili. Cette échelle ne fonctionne pas comme ça. Il serait environ 100 millions de fois plus puissant qu'un séisme de magnitude de 9,5. Il pourrait faire s'évaporer toute l'eau sur Terre, nous laissant dans un désert immense sans possibilité de survie. Tous les écosystèmes s'effondreraient, toutes les chaînes alimentaires seraient rompues, et probablement seules quelques bactéries ultra-résistantes survivraient à ce fléau. Et ce n'est de là qu'une toute petite partie de la catastrophe qui surviendrait alors. L'océan régule la température de notre planète. Sans lui, la Terre serait super chaude. L'océan sert également de bouclier contre les puissants rayons du soleil. Il absorbe la chaleur et refroidit la Terre. Selon les scientifiques, le plus grave pour nous serait l'impossibilité pour la croûte terrestre de résister aux violentes secousses d'un tremblement de terre de magnitude 15. Si par miracle notre planète survivait et ne tombait pas immédiatement en poussière, il y aurait quand même d'énormes failles dans sa croûte. Le sol deviendrait gélatineux. Il bougerait de manière aléatoire, vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et aucun bâtiment ne pourrait tenir. Nous serions renvoyés à l'époque de Stonehenge. De tels mouvements tectoniques sont extrêmement dévastateurs. Une chose similaire s'est produite au Japon, lorsque les plaques tectoniques se sont écartées d'une 50aine de mètres l'une de l'autre, puis se sont rapprochées, créant un séisme de magnitude 9. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de ce phénomène naturel qui fait froid dans le dos. Pourtant, certaines zones sont plus susceptibles d'être détruites que d'autres, comme la ceinture de feu, où se produisent 90% des séismes. C'est un endroit où les séismes sont presque quotidiens. La ceinture de feu est située dans l'océan Pacifique. Elle forme comme un anneau le long des continents qui bordonnent le Pacifique. Là, plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, et le sol y est extrêmement instable. Pour rendre le problème encore plus terrifiant, 75% des volcans actifs se trouvent dans cette zone. 90% des volcans endormis s'y trouvent également, rendant cet endroit extrêmement dangereux. Les scientifiques surveillent attentivement cette région et cherchent un moyen de prédire quand le prochain séisme frappera. Mais la ceinture de feu n'est pas le seul endroit à risque. En Californie, le long de la faille de San Andreas, 2 plaques tectoniques ont accumulé de l'énergie pendant plus de 200 ans. La faille de San Andreas s'étend sur 1150 km et pourrait causer un puissant tremblement de terre. Les gens de cette région ont très peur des séismes. Celui de San Francisco en 1906 a marqué les esprits. Il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Les prédictions des scientifiques sont effrayantes. Ils disent que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6,7 est très élevée dans la région. Si tout commence à mal tourner, il vous faudra savoir quoi faire. Évitez tout ce qui peut vous tomber dessus. Fenêtres, placards et plafonds instables. Les experts ont l'habitude de dire que dans de telles circonstances, il faut se baisser, se couvrir et s'accrocher. Restez près du sol. Cachez-vous sous quelque chose de stable et ne bougez pas jusqu'à ce que les secousses cessent. Restez même sous votre abri pendant 2 minutes de plus, au cas où il y aurait des répliques ou des chutes de débris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz.
Si ça sent le gaz, n'allumez pas les lumières et ne faites rien qui pourrait l'enflammer. Restez fort et gardez courage. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe. La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pour être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes. Donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016.
ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas deux, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au 19e siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. En Indonésie, un tremblement de terre a commencé en 1829 et a duré pas moins de 32 ans. Il a atteint son apogée en 1861 avec une magnitude d'environ 8,5. Il a été causé par les plaques tectoniques situées sous l'archipel, qui se heurtent lentement les unes aux autres. Les chercheurs ont découvert que le séisme avait commencé à se produire depuis un certain temps, après avoir analysé le corail de la région. Ils ont découvert qu'il était périodiquement exposé à l'air libre. Cela a été causé par ce tremblement de terre progressif qui a déplacé la Terre de haut en bas. Les scientifiques appellent ce tremblement de terre silencieux, qui dure des décennies, des événements de glissement lent. Un seul éclair peut réchauffer l'air à environ 30 000 degrés Celsius. La chaleur conduit l'air à se dilater rapidement, créant une onde de choc ou un boom que nous connaissons sous le nom de tonnerre. Il y a près de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Cela signifie qu'il y a environ 422 arbres pour chaque personne.
Avant l'arrivée des humains, le nombre était plus proche de 6 000 milliards. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, dont la profondeur moyenne est d'environ 4 km. 97% des volcans de la Terre se trouvent sous l'eau, ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive qui fait plus de 64 000 km de long. Les humains ont extrait environ 190 000 tonnes d'or de la planète. Les experts prévoient qu'il en reste environ 20% à extraire, mais cette estimation est constamment sujette à changement. Le plus grand volcan actif du monde se trouve à Hawaï. Appelé Mauna Loa, il se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que la majeure partie du volcan est sous l'eau, son sommet se trouve à une distance stupéfiante de 17 km de sa base, soit l'équivalent de plus de 160 terrains de football. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 58 degrés Celsius. Elle a été enregistrée à El Azizia, sur le territoire de l'actuelle Libye, le 13 septembre 1922. Et la température la plus basse a été enregistrée à la station russe de Vostok en 1983 avec moins 90 degrés Celsius. La Terre est la 5e plus grande planète du système solaire, derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sa circonférence est d'environ 40 000 km et il faudrait à une personne environ 8 300 heures pour en faire le tour à pied. La séparation entre les continents rendrait cependant une telle expédition presque impossible. Il faut 365,25 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Comme nos années calendaires ne comptent que 365 jours, nous ajoutons un jour intercalaire en plus tous les 4 ans pour compenser la différence. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre plus d'un huitième de la surface habitée de la Terre, mais sa population est relativement faible compte tenu de sa taille. La Terre est la seule planète à posséder exactement une lune. Mercure et Vénus n'ont pas de satellite, alors que toutes les autres planètes en ont 2 ou plus. La Terre est âgée de plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont calculé ce chiffre en examinant les plus anciennes roches de la planète ainsi que les météorites qui s'y sont écrasées. Ils ont utilisé les météorites car elles se sont formées en même temps que la Terre, lorsque le système solaire se formait. Le sol sur lequel nous marchons est en majeure partie recyclé. Le cycle des roches de la planète transforme les roches ignées en roches sédimentaires, puis en roches métamorphiques et inversement. Comme la Terre, notre Lune connaît aussi des séismes. Ils sont moins fréquents et moins intenses que les nôtres et sont causés par des contraintes de marée. Une contrainte de marée est le rapport entre la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et celle de la Terre sur la Lune. Bien qu'il ne soit que le 5e plus grand continent du monde, l'Antarctique abrite 70% de l'eau douce de la planète et environ 90% de sa glace. Bangkok est la ville la plus visitée au monde, avec 23 millions de visiteurs rien qu'en 2019. Paris, Londres, Dubaï et Singapour constituent les autres villes du top 5. La couche la plus basse de l'atmosphère terrestre s'appelle la troposphère, et c'est elle qui cause les phénomènes météorologiques. La lumière du soleil chauffe la surface de la planète, ce qui fait monter l'air chaud dans la troposphère. Cet air se dilate ensuite et se refroidit lorsque la pression atmosphérique diminue, puis redescend et est à nouveau réchauffée par la Terre. Les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes de la planète, certaines étant même visibles depuis l'espace. Les récifs coralliens abritent le plus grand nombre d'espèces par superficie de tous les écosystèmes de la Terre, bien plus que les forêts tropicales. Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes. Elle se situe à 11 km sous le niveau de la mer. Les bandes côtières représentent environ 20% du territoire des États-Unis, mais abritent plus de 50% de la population américaine. La Terre n'est pas vraiment une sphère, c'est plutôt une boule écrasée avec un renflement à l'équateur. Ce renflement est causé par la force de rotation de la Terre qui aplatit légèrement les pôles nord et sud. La Terre tourne sur son axe, qui est une ligne droite imaginaire. La planète connaît différentes saisons parce que cet axe est incliné, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent plus directement différentes parties de la planète selon la période de l'année. Si le Soleil avait la taille d'une porte, la Terre aurait la taille d'une pièce d'1 centime. La vitesse de rotation de la Terre diminue progressivement, mais cela se produit si lentement qu'il faudrait jusqu'à 140 millions d'années pour que la durée d'une journée passe à 25 heures. Le plus gros animal du monde est la baleine bleue de l'Antarctique. Elle peut atteindre une longueur de 30 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids de 33 éléphants. La température au centre de la Terre est à peu près la même que celle de la surface du Soleil, soit près de 5500 degrés Celsius. La Terre est environ 10 000 fois plus vieille que les humains.
La Terre est âgée d'environ 4,5 milliards d'années, alors que les humains existent depuis tout au plus 450 000 ans. Il existe environ 34 000 espèces connues de poissons. Le nombre réel est certainement bien plus élevé car 95% de nos océans n'ont toujours pas été explorés. La route 66 aux États-Unis est plus longue que la distance entre la surface de la Terre et son noyau. La distance jusqu'au noyau est d'environ 3000 km, tandis que la route 66 mesure environ 4000 km. La Terre est composée de 3 éléments principaux, la croûte, le manteau et le noyau, lui-même divisé en noyau externe et noyau interne. Les scientifiques ont estimé qu'il y avait environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la planète. Sur ce total, entre 1 et 2 millions de ces espèces sont des animaux. Mais environ 86% des espèces terrestres et 91% des poissons n'ont pas encore été découverts. Les anciens astronomes pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Pendant 2000 ans, ils ont cru que la Terre était statique, tandis que d'autres corps voyageaient en orbite autour de nous. C'est en 1543 que Copernic a publié son modèle d'un système héliocentrique. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Sa densité varie selon ses différentes croûtes, mais la densité moyenne de la planète est d'un peu plus de 5 grammes par centimètre cube. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète. Son sommet est l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer, à environ 9000 mètres. Chaque année, 1 trilliard de flocons de neige tombent sur la Terre. Cela représente 1 million de milliards de flocons de neige. La neige recouvre environ 31% des terres émergées de la Terre chaque année. Sur toute l'eau de la Terre, seuls environ 3% sont de l'eau douce, tandis que les 97% restants sont de l'eau salée. Sur ces 3%, environ 2% sont prisonniers de la glace et des glaciers. Donc moins de 1% de l'eau douce de la planète se trouve en fait dans les lacs, les rivières et les nappes souterraines. La plus grande étendue d'eau intérieure du monde, autrement dit un lac au sens strict du terme, est la mer Caspienne. Elle a une superficie de 363 000 km². Le lac le plus profond du monde est le lac Baïkal en Russie, qui a une profondeur de 1615 mètres. L'atmosphère de la Terre est composée d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène, complétée par de petites quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz rares. On pense qu'aucune autre planète ne possède autant d'oxygène, ce qui explique pourquoi la Terre est la seule planète où la vie ait été découverte, jusqu'à présent. En dehors de la Lune, 2 astéroïdes se trouvent en mouvement coorbital avec la Terre. Parfois appelée la deuxième lune de la Terre, 3753 Kruitney est un astéroïde qui semble suivre la Terre en orbite, mais qui poursuit en fait son propre chemin autour du Soleil. 2002 AA29 est un autre astéroïde effectuant une orbite en fer à cheval autour de la Terre, qui l'attire auprès d'elle tous les 95 ans. L'événement s'est produit en Islande, le vendredi 19 mars 2021 à 20h45. À environ 30 km au sud-ouest de la capitale, la roche en fusion a soudainement fait irruption à la surface depuis les entrailles de la Terre. Des jets de lave brillantes ont ensuite illuminé le ciel nocturne. Le volcan de cette vallée s'est enfin réveillé après un sommeil profond de près de 800 ans. On divise généralement les volcans en 3 catégories, actifs, dormants ou éteints. Environ 1900 d'entre eux sont considérés comme actifs autour du globe. Cela signifie qu'ils sont entrés en éruption dans un passé récent et qu'ils le referont probablement dans un avenir proche. Les volcans dormants ne sont pas entrés en éruption depuis longtemps, mais ils pourraient le faire dans le futur. On peut dire qu'ils sont en quelque sorte endormis. Quant aux volcans éteints, ils n'ont pas montré de signes d'activité depuis plus d'1 million d'années. L'éruption islandaise n'a pas été très explosive. Et tout cela s'est produit à 15 km de la ville la plus proche, donc tout le monde était parfaitement en sécurité. Beaucoup de curieux sont même venus voir le phénomène de près, tandis que d'autres visiteurs courageux ont essayé de faire frire des œufs et du bacon sur la lave. Celle-ci peut atteindre plus de 1250 degrés Celsius. Elle brûle tout sur son passage. Pourtant, elle produit aussi certaines des terres les plus fertiles pour l'agriculture. Cette éruption a produit une quantité relativement faible de lave au début, mais elle s'est répandue dans la vallée dans plusieurs directions, formant une sorte de bouclier qui ne cesse de s'étendre. On ne peut jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de l'épaisseur de la lave et de la pente de la montagne. La lave peut s'écouler lentement, à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse moyenne de marche d'une personne. Ou bien elle peut dévaler à une vitesse de 48 km/h, ce à quoi même l'homme le plus rapide du monde ne peut échapper.
Mais la lave n'est même pas l'émanation la plus dangereuse des volcans. Ce sont les gaz toxiques qui s'échappent de l'éruption. Ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Heureusement, dans le cas de l'Islande, le vent a poussé ces gaz loin des zones résidentielles. Les scientifiques n'ont pas été surpris par l'éruption de ce volcan. Ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Des tremblements de terre de plus en plus forts secouaient cette région depuis 15 mois. On y a recensé 50 000 séismes rien que dans les 3 semaines qui ont précédé l'éruption. Ça fait plus de 100 par heure. Le volcan est actif depuis mars et les géologues disent qu'il pourrait y avoir des semaines, des mois, des années, voire des décennies d'éruptions constantes dans la région. Le mont Shasta fait partie des 5 volcans les plus dangereux des États-Unis. C'est pourquoi les géologues le surveillent de près. Sa dernière éruption remonte à l'an 1250, soit il y a bien longtemps, mais ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 ans. Ce qui veut dire que, tic-tac, on attend la prochaine d'un jour à l'autre. À environ 1 heure de Portland, dans l'Oregon, se trouve un volcan actif dont la dernière éruption remonte au 19e siècle. La prochaine fois qu'il entrera en éruption, les scientifiques pensent qu'il produira de plus grandes quantités de cendres et de poussière. Cela pourrait provoquer des pannes d'électricité et rendre l'eau impropre à la consommation dans la région. Mais les experts font très attention au mont Hood. Ils seront en mesure de lancer de nombreux avertissements pour que les gens puissent réagir à temps. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis 1983, ce qui en fait aussi l'une des plus longues éruptions connues sur Terre. C'est pourtant le volcan terrestre le plus jeune d'Hawaï. Les volcans peuvent mettre des milliers d'années à se former, mais d'autres peuvent surgir pratiquement du jour au lendemain. Un volcan au Mexique est entré en éruption au beau milieu d'un champ en 1943 et a commencé à grandir à partir de là. En l'espace d'1 an, il mesurait près de 457 mètres de haut. Lorsque les éruptions ont finalement cessé 9 ans plus tard, le mont avait atteint une hauteur de plus de 2804 mètres. Le mont Fuji est un symbole du Japon. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1707. Et il a envoyé une pluie de roches brûlantes jusqu'à 100 km de distance. Si une éruption similaire se produisait aujourd'hui, Tokyo se trouverait dans ce périmètre. Le mont Fuji se trouve juste sur le cercle de feu, cette région en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique, pleine de volcans actifs et de tremblements de terre. D'un bout à l'autre, il fait presque 40 000 km de long. Il pourrait s'enrouler tout autour de l'équateur. En janvier 2020, le volcan Taal, aux Philippines, a commencé à cracher de la lave, envoyant d'énormes panaches de cendres à 800 mètres dans le ciel. L'éruption a même déclenché un phénomène rare, un orage volcanique. C'est lorsque le nuage de fumée au-dessus d'un volcan produit ses propres éclairs. Les risques de tsunami volcanique étaient également élevés. Ceux-ci sont généralement causés par des mouvements tectoniques qui se produisent à cause de l'activité volcanique. Le Taal est entré en éruption plus de 30 fois au cours des 450 dernières années. Ce volcan en Équateur est entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Les scientifiques pensent qu'il pourrait montrer des signes avant-coureurs de magma en mouvement. Il s'agit d'un stratovolcan actif, un type spécifique en forme de cône avec des côtés abrupts. Il se forme à partir d'une lave collante qui ne s'écoule pas si facilement. Cette lave fait le tour de l'évent, se refroidit et s'empile sur elle-même pour former ses parois abruptes. Ces volcans sont plus susceptibles de produire des éruptions explosives comme celles que l'on voit dans les films. Ruapehu est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande. Une région volcanique merveilleuse où tu peux admirer de près tous ces cratères fumants, ces magnifiques lacs et ces formations rocheuses inhabituelles. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2007 et a connu 10 éruptions depuis le milieu du 19e siècle. Mais les éruptions, les coulées de lave et les gaz toxiques ne sont pas les seuls dangers provenant des volcans. Il y a aussi ce qu'on appelle le lahar, une sorte de coulée de boue volcanique composée de débris. Entre 2 éruptions, la neige fond et un lac se forme dans la caldeira. Si la dernière éruption a apporté de la boue, des cendres et des roches dans le lac, celui-ci devient dangereusement plein. Dans ce cas, seul un barrage temporaire peut le retenir. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans actifs au monde, dont un appelé Anak Krakatoa. Cela signifie « enfant du Krakatoa » et son célèbre père n'est pas loin. Un énorme tsunami en 2018 a partiellement réveillé Junior,
Une idée effrayante puisque Papa a été responsable de l'une des plus puissantes éruptions jamais vues sur cette planète en 1883. Le boom du Krakatoa a été le son le plus fort jamais entendu. Des témoins situés à plus de 3000 km de distance ont pu entendre l'explosion. L'onde sonore a fait 7 fois le tour du globe et les scientifiques disent qu'il est difficile de prédire les schémas éruptifs de ce volcan. Le mont Yazur, au Vanuatu, est l'un des rares volcans au monde où tu puisses voir un lac de lave. Les touristes s'y rendent même pour jeter un coup d'œil par-dessus bord et voir le lac brûlant et bouillonnant en dessous. Enfin, sauf quand l'activité volcanique passe au niveau 3 et 4 sur 5. Cela signifie qu'il y a des tremblements de terre plus intenses, des secousses volcaniques ou des éjections de vapeur, de gaz ou de cendres. Dans ce cas, l'endroit est évidemment interdit d'accès. Ce volcan de la République démocratique du Congo possède le lac volcanique le plus actif et le plus grand du monde. Et toute cette lave est exceptionnellement fluide, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite et plus loin que celle qui s'échappe de la plupart des volcans. Il ne fait certainement pas partie des plus grands, mais l'Erta Ale en Éthiopie est unique car il possède un lac de lave quasi permanent, ce qui est plutôt rare. Les habitants l'appellent la montagne fumante, car son lac de lave provoque souvent des éruptions. Ce volcan se trouve près de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus chauds de notre planète. Le Merapi entre régulièrement en éruption depuis le milieu du XVIe siècle. Ce volcan aide les scientifiques à faire des recherches cruciales sur le fonctionnement des éruptions et sur la façon dont ils peuvent avertir les habitants à temps. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, ce volcan du centre du Mexique a repris vie en 1994. Depuis, il produit d'énormes coulées de boue et de fortes explosions à des intervalles imprévisibles. Dans l'Antiquité, d'énormes éruptions provenant de ce géant ont enseveli des villes et des pyramides entières. Imagine que tu séjournes dans un hôtel et que tu te réveilles avec une vue magnifique sur un énorme volcan couvert de rivières de lave rougeoyante et de nuages de cendres. Lorsqu'il dégage de la chaleur, les visiteurs de cette région du Guatemala en profitent pour y faire griller des marshmallows. L'un des volcans les plus actifs de la Terre se trouve sur une petite île au nord de la Sicile. Le Stromboli connaît des explosions régulières ainsi que de la lave incandescente provenant des vents à l'intérieur de son cratère. Non loin de là se trouve l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des plus grands volcans continentaux du monde. Au fait, la Terre n'est certainement pas la seule planète avec des volcans. Le plus grand de notre système solaire se trouve sur Mars. Il couvrirait tout l'état de l'Arizona et il est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. Alors, ne regarde pas en bas. Un tremblement de terre sous-marin ouvre une énorme fente dans le plancher océanique. Un grand volume d'eau se déplace pour remplir la fissure. En même temps, à partir de ce point, des vagues commencent à se propager. Au début, elles ne font que 30 cm de haut, mais plus elles se rapprochent du rivage, plus elles grandissent. Lorsque les vagues atteignent les eaux peu profondes, elles commencent à ralentir. Et c'est avec leur partie inférieure qu'elles touchent les terres en premier. Cela crée un effet de vide qui aspire l'eau loin des côtes. Le sol des ports et le fond de la mer sont maintenant visibles. Ensuite, un énorme mur d'eau vient frapper le rivage. Il anéantit tout sur son passage. Quelques minutes plus tard, généralement d'autres vagues arrivent. Un tsunami peut également avoir pour cause un glissement de terrain, non loin d'une grande étendue d'eau. D'énormes quantités de bois, de terre et de roches tombant dans un lac ou un océan, produisant d'immenses vagues. Et les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Ils peuvent déplacer de grands volumes d'eau et générer de grosses vagues. Certains tsunamis sont causés par des météorites qui frappent notre planète. Si l'un de ces bolides, chauffé à blanc, frappe l'océan, la collision sera suffisamment puissante pour provoquer un tsunami extrêmement puissant. Lorsqu'un tsunami commence à se former, ces vagues ne font généralement que 30 cm de haut. Voilà à quoi ressemble une petite vague. Elle arrive à la taille d'une personne moyenne. Les surfeurs appellent ces vagues plutôt grosses des double overheads. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit près de la côte sud du Chili. Il a provoqué un tsunami qui a atteint Hawaï, le Japon et les Philippines. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. La plus grande vague jamais surfée faisait la moitié de la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Gareth McNamara a établi ce record en 2011 à Nazaré au Portugal.
En 1995, des scientifiques ont prouvé l'existence des vagues scélérates, des houles soudaines et inattendues. Ce jour-là, ils ont vu une vague de 25 mètres. Elle était plus haute que le plus grand avion de ligne au monde, l'Airbus A380. Le colosse était entouré de vagues plus petites, mesurant 6 mètres de haut. Les vagues du tsunami Tohoku en 2011 furent provoquées par le plus puissant tremblement de terre de l'histoire du Japon. La vague la plus haute faisait presque la moitié de la hauteur du pont de Brooklyn. L'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 a produit le son le plus violent jamais entendu à la surface de la planète. La plus haute vague du tsunami formée par l'éruption était aussi haute que la Statue de la Liberté. Le tsunami des îles Aléoutiennes en 1946 a été déclenché par un puissant tremblement de terre un 1er avril. La plus haute vague de ce tsunami était un peu plus haute que le Colisée de Rome. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a commencé le lendemain de Noël. Il a été provoqué par un puissant séisme sous-marin, dont les secousses ont produit une série de très grandes vagues. La plus haute d'entre elles atteignait presque la hauteur de la tour de Pise. L'un des glissements de terrain les plus désastreux a frappé la vallée de Lodalen en Norvège en 1936. Un énorme morceau de roche, presque 2 fois plus grand que la tour Eiffel, s'est détaché et s'est précipité dans le lac Lovatnet. Cela a provoqué une énorme vague de tsunami qui était presque aussi haute que le Taj Mahal en Inde. Le méga tsunami du Groenland de 2017 a été provoqué par un énorme glissement de terrain dans l'un des fjords. Les vagues qui ont inondé le rivage atteignaient la hauteur de Big Ben. Une puissante éruption volcanique a provoqué un glissement de terrain sur un dôme de lave vieux de 4000 ans. Cela a provoqué le méga tsunami du mont Unzen. La plus grande vague faisait la moitié de la hauteur de la Space Needle de Seattle. Le méga tsunami de l'île de Fogo s'est produit il y a 73 000 ans, quand une partie du volcan Pico de Fogo s'est effondrée dans la mer. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute que le Washington Monument. Lorsque les 457 mètres supérieurs du mont Sainte-Hélène ont explosé, cela a provoqué un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Cela a provoqué une vague qui faisait plus de la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Le méga tsunami du barrage du Vajon s'est produit lorsqu'un glissement de terrain a entraîné 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Une vague colossale a dépassé le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Sa hauteur était supérieure à celle du Golden Gate de San Francisco. Un glissement de terrain dans la baie Litua en Alaska a provoqué une méga vague, l'une des plus grandes jamais enregistrées. Le méga tsunami a déferlé sur le promontoire emportant les arbres, les plantes et la terre jusqu'à la roche-mère. La vague a atteint plus de la moitié de la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute construction du monde. Un tiers du volcan Molokai Est à Hawaï s'est effondré et est tombé dans l'océan Pacifique. Cela a déclenché un tsunami de la taille du 2e plus grand bâtiment au monde, la tour Shanghai. Nous nous préparons à une saison des ouragans de l'Atlantique qui s'annonce véritablement chaotique. Elle pourrait surpasser celle de 2005, l'année marquée par l'ouragan Katrina. Ce dernier a causé la mort de 1392 personnes et infligé des dégâts excédant les 100 milliards de dollars. Les experts prévoient entre 17 et 25 tempêtes individuelles au total. Certaines de ces tempêtes évolueront en ouragans, avec des vents atteignant ou dépassant les 180 km/h. Déjà, nous voyons des tempêtes sillonner les États-Unis, apportant leur lot de dangers, tels que les tornades, les inondations et la grêle. Nous devons cette situation à l'oscillation australe d'El Niño, ou ENSO. Ce terme complexe désigne les phénomènes d'El Niño et de La Niña, deux puissantes forces qui influencent profondément notre climat. Normalement, les vents de l'océan Pacifique soufflent vers l'ouest, le long de l'équateur, déplaçant les eaux chaudes de l'Amérique du Sud vers l'Asie et permettant à l'eau froide de remonter des profondeurs du Pacifique. Cependant, durant El Niño et La Niña, le schéma habituel est perturbé. El Niño représente la phase chaude du cycle ENSO. Durant El Niño, les vents équatoriaux faiblissent, permettant aux eaux chaudes de se déplacer vers la côte ouest des Amériques. Cela réduit la remontée des eaux froides à la surface. Ainsi, les régions nordiques des États-Unis et du Canada connaissent un climat plus chaud et plus sec, tandis que les États du Sud deviennent plus humides. Dans l'Atlantique, El Niño a pour effet d'affaiblir la saison des ouragans,
alors qu'il intensifie l'activité cyclonique dans le Pacifique central et oriental. En Afrique, il entraîne davantage de précipitations à l'est du continent, mais réduit les pluies dans le sud, à l'ouest et dans certaines parties du Sahara. La Niña, quant à elle, est la phase froide du cycle ENSO. Pendant cette phase, les vents d'ouest le long de l'équateur pacifique se renforcent, poussant davantage d'eau chaude vers l'Asie. En conséquence, des eaux plus froides et riches en nutriments remontent à la surface le long de la côte ouest de l'Amérique. Ces eaux pacifiques plus fraîches déplacent le courant jet vers le nord, provoquant un climat plus sec dans le sud des États-Unis, mais des conditions plus humides et plus froides dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada. La Niña apporte également des hivers plus chauds dans le sud des États-Unis et des températures plus basses que la normale dans le nord. Elle tend à calmer l'activité cyclonique du Pacifique, mais l'intensifie dans l'Atlantique. En 2023, El Niño prédominait et interceptait la plupart des tempêtes avant qu'elles n'atteignent les États-Unis. Mais cette année, nous sommes passés à la Niña. Et ce phénomène apporte de l'eau plus froide dans le Pacifique et un schéma qui permet aux tempêtes de se déplacer un peu plus à l'ouest pour atteindre les Caraïbes. Une fois là, elles peuvent facilement se diriger vers le Golfe et affecter la Floride ainsi que d'autres États. La prochaine saison intense des ouragans de l'Atlantique est également liée à une saison des moussons particulièrement active, en Afrique de l'Ouest. Cela génère de l'humidité et des ondes tropicales au large des côtes africaines, capables de traverser l'Atlantique et de provoquer des ouragans. La saison des ouragans de l'Atlantique s'étend du 1er juin au 30 novembre, avec une activité maximale entre la mi-août et la mi-octobre. Depuis les années 50, les cyclones tropicaux sont nommés pour faciliter le travail des météorologues qui informent le public. Il est plus facile de se souvenir de l'arrivée de Leslie que de l'ouragan X34D, n'est-ce pas? Cette année, la liste alphabétique comprend 20 noms, d'Alberto et Beryl jusqu'à Valérie et William. Espérons que ce ne sera pas aussi désastreux que l'ouragan de Galveston. La catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis s'est abattue sur le Texas en 1900. Un ouragan de catégorie 4 a dévasté Galveston, détruisant plus de 3600 bâtiments avec des vents de plus de 220 km/h et coûtant la vie de 6 à 12 000 personnes. L'une des raisons pour lesquelles cette catastrophe a été si meurtrière réside dans une politique de communication défaillante. Quelques jours avant l'événement, un météorologue expérimenté avait bien observé que la tempête se dirigeait vers l'ouest. Cependant, le bureau météorologique de Washington prévoyait à tort qu'elle traverserait la Floride et remonterait vers la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, le bureau n'avait que 10 ans d'existence, et la science des ouragans n'était pas encore très avancée aux États-Unis. Les chercheurs cubains, confrontés régulièrement aux tempêtes, avaient développé une grande expertise dans leur suivi. Ils avaient donc compris que cette tempête se dirigeait vers le golfe du Mexique. Hélas, le directeur du bureau américain, jaloux de la suprématie des météorologues cubains, avait interrompu le flux d'informations en provenance de l'île, rendant difficile pour les antennes locales d'émettre des avertissements sans passer par Washington. Dans les jours précédant l'arrivée de la tempête, l'observateur en chef de Galveston a commencé à suspecter les erreurs des prévisions de Washington et a tenté d'alerter la ville, mais il était déjà trop tard. L'ouragan a réduit Galveston en ruine. Après cette tragédie, le bureau météorologique a entrepris d'améliorer sa communication tant sur le plan international que domestique. Les responsables actuels s'efforcent de perfectionner leurs prévisions, de soutenir les populations et d'aider les zones touchées à se remettre plus rapidement après le passage des ouragans. On compte tester de nouveaux modèles pour prédire l'intensification des cyclones tropicaux, assister les secours, permettre la gestion des eaux afin de parer aux inondations potentielles et protéger les personnes et les infrastructures. Les bouées météorologiques côtières de l'Atlantique tropical ouest et des Caraïbes ont été améliorées, et de nouveaux dispositifs tels que des drifters, des drones à voile, des planeurs sous-marins et des sondes légères seront mis à profit pour fournir des données en temps réel. Il existe également des mesures que vous pouvez prendre pour garantir votre sécurité avant, pendant et après un ouragan. Si vous habitez dans une zone exposée aux ouragans, comme la Floride, la Géorgie ou les Carolines du Nord et du Sud, vous devez toujours être préparé pour la saison des tempêtes. Élaborez un plan de catastrophe familial qui détaillera vos actions en cas d'urgence. Élaborez plusieurs itinéraires d'évacuation au cas où votre route principale serait impraticable et déterminez un lieu de rendez-vous en cas de séparation. Organisez des exercices pour apprendre aux membres de votre famille à couper l'eau,
le gaz et l'électricité, et assurez-vous que même le plus jeune sache comment contacter les services d'urgence. Et surtout, préparez un kit d'urgence prêt à emporter dans l'instant. Ce kit doit contenir des éléments essentiels comme de la nourriture, de l'eau, une trousse de premier secours et des lampes de poche, pour assurer votre autonomie pendant au moins 72 heures. Envisagez d'acheter un générateur pour garantir l'approvisionnement en électricité en cas de coupure prolongée. Stockez-le dans un endroit sûr, à l'abri de la pluie et des inondations, avec une ventilation adéquate. Vous aurez également besoin de radios autonomes et d'éclairage. Un propriétaire judicieux munira son domicile d'une chambre forte pour résister aux vents violents, avec un plafond, un sol et des murs en béton armé. Assurez-vous enfin d'avoir suffisamment de nourriture en conserve et de produits non périssables, ainsi que de l'eau en bouteille pour au moins 3 jours. Lorsque la tempête est imminente, dirigez-vous vers le nord pour vous en éloigner, car elle sera moins intense là-bas. Il est beaucoup plus sûr de garder votre famille et vos animaux domestiques ensemble, loin de la tempête, plutôt que de rester chez vous. Essayez de partir dans un seul véhicule si possible. Suivez toujours les ordres d'évacuation, surtout si vous voyagez en caravane. Faites le plein d'essence et prévoyez suffisamment de temps pour évacuer. Ne laissez jamais vos animaux derrière, car les débris, les eaux de crue ou les objets volants peuvent être dangereux pour eux. Si vous choisissez de rester sur place pendant la tempête, trouvez un endroit sûr pour vous, votre famille et vos animaux de compagnie. Cet endroit ne doit pas avoir de fenêtres ni de vasistas. Si vous vous abritez chez vous, fermez toutes les portes intérieures et calfeutrez les portes extérieures. Trouvez rapidement une pièce avec des murs solides et sans fenêtres, comme une salle de bain ou un placard. Si votre maison n'est pas sécurisée, cherchez un abri communautaire. Rendez-vous à cet abri au moins 2 heures avant l'arrivée de la tempête pour ne pas être surpris au dehors. Apportez une radio à pile avec des batteries de rechange pour entendre les nouvelles toutes les 15 à 30 minutes. Ne quittez jamais votre abri, même si tout semble calme, car les conditions peuvent se détériorer rapidement, surtout si vous êtes dans l'œil du cyclone. Pour une protection supplémentaire, allongez-vous au sol sous quelque chose de solide comme une table. Évitez d'utiliser des appareils électriques et ne prenez pas de douche pendant la tempête. Ne quittez pas l'abri tant que vous n'avez pas reçu le feu vert des autorités. Et restez vigilant. De nombreux dangers vous guettent à l'extérieur.